Il y a des films qu'on adore sans savoir pourquoi. Des images qui restent gravées, des sons qui nous hantent, des visages qu'on n'oublie jamais. Mais derrière chaque film, il y a un pays, une époque, une culture et surtout une histoire. Bienvenue dans les archives du 7e art. Ici, on remonte le temps et on traverse les frontières pour découvrir comment le cinéma s'est construit partout dans le monde. On parle d'images, de politique, de liberté, d'émotion, et on essaie de comprendre pourquoi on fait du cinéma comme on le fait, parce qu'aucune caméra ne tourne jamais par hasard. Notre histoire débute à la fin du 19e siècle. En 1896, les frères Lumière projettent leur premier film à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et comme souvent dans l'histoire du cinéma, tout commence avec eux. Le public russe découvre bouche bée des images animées du monde réel. Des trains, des ouvriers, des visages qui bougent et qui respirent. Une magie nouvelle vient de naître. Très vite, cette invention fascine les Russes. Et parmi les premiers à s'y intéresser, un photographe de la cour impériale, Alexander Drankov. En 1907, il fonde son propre studio et se met à filmer tout ce qu'il peut. Des événements, des actualités, des moments de vie. Et c'est d'ailleurs lui qui, en 1908, filme Léon Tolstoï sans son accord. Un coup de maître, ou de hasard, qui fera sa réputation. Cette même année, Vladimir Romachkov réalise Stenka Radzin, l'histoire d'un chef cosaque révolté contre la noblesse russe au XVIIe siècle. Ce court-métrage est aujourd'hui considéré comme le premier film narratif russe de l'histoire. Et par tout premier film narratif russe de l'histoire, j'entends le premier déjà à raconter une histoire. À cette époque, il était extrêmement courant de produire des actualités filmées ou de très courts documentaires. Là, il y a une vraie envie artistique. Il y a des acteurs, il y a de la mise en scène, il y a un producteur qui va diffuser le film. Et fait amusant, il était accompagné d'une chanson populaire chantée en direct dans les cinémas. Autrement dit, c'est l'un des tout premiers clips musicaux de l'histoire du cinéma. En 1914, Vladimir Gardin adapte Anna Karénine. Le film dure près d'1h30, un véritable marathon pour l'époque. Maria Germanova, actrice du théâtre d'art de Moscou, y tient le rôle principal. Mais les critiques sont dures. À l'époque, jouer au cinéma, c'est presque trahir le théâtre. Et pourtant, Gardin signe là l'un des premiers grands drames russes. Dans un petit rôle, une jeune actrice retient l'attention, Vera Kolodnaya. En quelques années, elle devient la première star du cinéma russe. Elle meurt en 1919, à seulement 25 ans, emportée par la grippe espagnole. Mais son image reste celle d'une icône du muet. Pendant ce temps, d'autres cinéastes explorent de nouvelles formes. Evgeny Bauer, maître du symbolisme visuel, expérimente les mouvements de caméra, les décors chargés, les travelling audacieux. Des années avant Hollywood, il invente un vrai cinéma d'auteur. En 1916, Yakov Protazanov adapte La Dame de pique de Pouchkine, une œuvre marquante, à la fois sombre, élégante et techniquement brillante. Avec lui, le cinéma russe prend une nouvelle dimension. Derrière les caméras, une industrie s'organise. Pavel Timan, homme d'affaires russo-allemand, crée une filiale de Gaumont à Moscou. Il publie le magazine Ciné-Photo et contribue à professionnaliser le secteur. Yosef Ermoliev, autre pionnier, fonde l'un des plus grands studios du pays, avant de s'exiler en France après la Révolution de 1917. C'est lui qui créera plus tard la société Albatros à Montreuil, où travailleront de nombreux exilés russes. En 1917, peu avant la Révolution, Protazanov réalise Le Père Serge, un film à la fois spirituel et critique, d'une grande maîtrise technique. Entre 1907 et 1917, le cinéma russe a connu une croissance fulgurante. On a vu naître des studios, des stars, des réalisateurs ambitieux et une vraie identité visuelle. Mais tout ça va bientôt s'arrêter net. Sur environ 2000 films produits à cette époque, à peine 10% ont survécu. Les autres, détruits, brûlés ou simplement oubliés, et les pellicules étaient en nitrate de cellulose, hautement inflammables, instables et surtout très peu conservées. Après la Révolution, le nouveau régime soviétique juge ces œuvres bourgeoises, sans intérêt. Résultat, un pan entier de l'histoire du cinéma mondial a disparu. Un peu comme si, dans 100 ans, on retrouvait juste 100 films de notre époque. En octobre 1917, la Révolution éclate, l'Empire s'effondre et un nouveau monde se met en marche. Dans le chaos, les caméras continuent de tourner. Pour la première fois, le cinéma devient un outil politique. Lénine l'a très bien compris.
De toutes les formes d'art, le cinéma est pour nous la plus importante. Quand il dit ça, il ne plaisante pas. Dès 1919, l'État nationalise toute l'industrie du cinéma. Les studios privés disparaissent, les bobines sont récupérées, et on crée une nouvelle structure pour tout centraliser, le Goskino, organisme chargé de contrôler la production, la distribution et la censure. Le cinéma devient alors l'arme culturelle du nouveau régime. Les films doivent éduquer le peuple, raconter la lutte des classes et glorifier les idéaux révolutionnaires. Mais paradoxalement, c'est aussi une période d'innovation folle. Entre 1918 et 1921, le pays traverse la guerre civile. Les moyens sont limités, mais les idées bouillonnent. Un certain Lev Kuleshov, jeune cinéaste et théoricien du cinéma, fonde un atelier d'expérimentation. Il y développe une idée révolutionnaire, le montage n'est pas qu'une technique d'assemblage, c'est un langage à part entière. Il prouve que deux plans mis bout à bout peuvent créer une émotion ou un sens qui n'existe pas dans les images séparément. C'est ce qu'on appellera plus tard l'effet Kuleshov, une découverte fondamentale pour tout le cinéma mondial. C'est là que surgit un nom qui va changer l'histoire du cinéma, Sergei Eisenstein. En 1925, il réalise Le Cuirassé Potemkin. Un film de propagande, certes, mais surtout une révolution de mise en scène. Le montage devient une arme émotionnelle, les plans s'entrechoquent, les visages se répondent, la tension monte jusqu'à la légendaire scène des escaliers d'Odessa. À travers Eisenstein, le montage n'est plus seulement un outil de narration, il devient un langage. Chaque coupure de pellicule raconte une idée, une émotion, un choc. On appelle ça le montage intellectuel. Dans le même temps, un autre cinéaste cherche une voie plus réaliste, Dziga Vertov. Avec son Homme à la caméra en 1929, il rejette la fiction pour ne filmer que le réel. Pas d'acteur, pas de décor, pas de scénario, juste la vie, capturée par l'objectif. C'est du documentaire pur, un manifeste pour un cinéma sans mensonge. Vertov invente ce qu'il appelle le kinoglaze, l'œil cinéma. Selon lui, la caméra voit mieux que l'homme. Elle peut observer la société, la décomposer, la comprendre, bref, elle peut servir à la révolution, non pas en la glorifiant, mais en la montrant telle qu'elle est. Et puis, il y a Vsevolod Pudovkin, un autre grand théoricien du montage. Là où Eisenstein choque, lui cherche l'émotion. Il préfère l'identification à la confrontation. Son film La Mère, en 1926, inspiré de Gorky, raconte la révolte d'une femme simple, symbole du peuple opprimé. Ces trois hommes, Eisenstein, Vertov, Pudovkin, forment la trinité du cinéma soviétique. Trois visions différentes, mais un même but, créer un cinéma du peuple. À la fin des années 20, le cinéma soviétique rayonne dans le monde entier. Il est audacieux, novateur, théorique, il est en avance sur son temps. Mais cette liberté artistique, aussi enthousiasmante soit-elle, ne va pas durer. Car bientôt, c'est une autre révolution qui se prépare, celle de Staline et du réalisme socialiste. À la fin des années 1920, finit le bouillonnement créatif de l'avant-garde soviétique. On range les caméras expérimentales et on ressort les drapeaux rouges. Entre 1929 et 1935, l'Union soviétique entre dans une nouvelle ère, celle du réalisme socialiste. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la doctrine officielle qui impose que toute œuvre, peinture, roman, musique et bien sûr cinéma, doit montrer la vie telle qu'elle devrait être dans une société communiste idéale. Pas telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être. On remplace la réalité par la propagande. L'art n'est plus un espace de liberté, il devient un instrument du pouvoir. Chaque image, chaque mot, chaque mélodie doit glorifier l'État, le travail et le chef suprême. Les héros à l'écran, des ouvriers, des soldats, des membres du parti, des modèles de vertu soviétiques. Le méchant, souvent le capitaliste ou le saboteur. Et surtout, le happy end est obligatoire, mais version soviétique. Comprenez, tout le monde est pauvre, mais heureux sous le regard bienveillant du camarade Staline. Eisenstein lui-même en fera les frais. Son film, La ligne générale, renommé L'Ancien et le Nouveau, est d'abord censuré, puis modifié, puis réécrit encore. Le message politique doit être limpide, la symbolique transparente et surtout optimiste. Fini les montages trop intellectuels, fini les critiques implicites, le cinéma doit parler au peuple, mais sans jamais le faire réfléchir. La censure est partout, le comité central du parti fixe les grandes lignes idéologiques, le ministère du cinéma vérifie les scénarios, supervise les tournages et donne, ou non, le feu vert pour la sortie. Et puis, il y a la troisième censure, la plus sournoise, celle que s'imposent les réalisateurs eux-mêmes. Parce que, dans le meilleur des cas, on vous retire votre film. Dans le pire, on vous envoie encore. Côté production, tout est centralisé. On est loin d'Eisenstein, mais le message est clair, le cinéma soviétique appartient au parti. Malgré tout, Mosfilm, le grand studio national, continue de tourner à plein régime.
Fondé en 1924, il devient sous Staline une véritable machine à produire des mythes. C'est Hollywood sans Hollywood. Des milliers de techniciens, d'acteurs et de décorateurs travaillent dans des conditions titanesques. Les budgets sont colossaux, les décors gigantesques, mais l'inspiration, elle, s'étiole. Le studio va d'ailleurs traverser les décennies et produire des chefs-d'œuvre comme Quand passent les cigognes en 57 ou Guerre et paix en 67, mais à cette époque, dans les années 30, Mosfilm est surtout au service du pouvoir. Chaque scénario doit être validé, chaque film approuvé. Et si un réalisateur se permet trop de liberté, il disparaît du générique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces productions deviennent des armes morales. Elles servent à tenir le peuple debout. Alexander Nevsky, réalisé en 1938, d'Eisenstein, en est l'exemple parfait. Sous couvert de raconter une victoire médiévale, il prépare les esprits à la guerre contre l'Allemagne nazie. Un chef-d'œuvre visuel et un manifeste de propagande. Ce paradoxe définit tout le cinéma de cette époque, de la beauté au service du mensonge. Les artistes inventent, innovent, mais toujours sous la menace d'une censure ou d'une arrestation. Certains cinéastes qui avaient fait la gloire du cinéma soviétique dans les années 1920 sont muselés. Eisenstein, par exemple, doit renoncer à des projets plus audacieux après le film La Ligne Générale. Pudovkin est critiqué, Vertov marginalisé. Et d'autres, moins chanceux, sont arrêtés ou disparaissent dans les purges. Quelques films marquent pourtant cette époque. Le Cirque, en 1936, réalisé par Grigory Alexandrov, raconte l'histoire d'une artiste américaine réfugiée en URSS. Un film de propagande, certes, mais à la mise en scène spectaculaire. Ou encore Les Enfants du Capitaine Grant en 1936, une adaptation d'aventure pleine d'optimisme soviétique. Des succès populaires, mais sous surveillance idéologique. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle doctrine vient encore renforcer le contrôle. Le jdanovisme, du nom d'Andrei Jdanov, bras droit culturel de Staline. Son principe, l'art doit glorifier le régime et dénoncer tout ce qui est bourgeois ou décadent. Autant dire que le jazz, les films d'auteur ou les influences étrangères, c'est non. On interdit, on brûle, on censure. Résultat, à la fin du règne de Staline, au début des années 50, la créativité des années 20 a complètement disparu, étouffée par la peur et la propagande. Mais au milieu des ruines, quelques graines de cinéma libre survivent encore, et elles ne tarderont pas à germer. En 1953, Staline meurt, et avec lui, c'est tout un système de peur et de contrôle qui s'essouffle. Le cinéma soviétique, muselé depuis plus de 20 ans, va enfin pouvoir respirer un peu. Dans les studios, dans les écoles de cinéma, on se regarde un peu perdu. On appelle cette période le dégel. Et ce n'est pas qu'une métaphore poétique, c'est une vraie bouffée d'air frais dans tout le pays. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant, lance une série de réformes qui assouplissent la censure et redonnent la parole aux artistes. Et forcément, les cinéastes s'engouffrent dans la brèche. Dès la fin des années 50, on voit apparaître des films plus humains, plus sincères, qui s'intéressent à la vie quotidienne plutôt qu'à la propagande. Le ton change complètement, les héros ne sont plus des travailleurs modèles, mais des gens normaux comme vous et moi. Et tout commence avec un film, Quand passent les cigognes, de Mikhail Kalatazov, en 1957. Le film raconte une histoire d'amour brisée par la guerre, mais surtout, il ose montrer la souffrance, la perte, les émotions. C'est une révolution. Le film remporte même la Palme d'Or à Cannes en 1958, un événement historique pour le cinéma soviétique. Il montre au monde que la Russie peut encore émouvoir, sans idéologie, juste avec du cinéma. La caméra, libérée du carcan, redécouvre le mouvement, la poésie, la vie. C'est l'âge d'or d'une nouvelle génération. Mais qu'on soit bien d'accord, on parle d'essoufflement, on parle de moins de censure, on parle pas d'une liberté totale dans les arts soviétiques non plus. La censure existe toujours, mais elle devient plus subtile, plus imprévisible. Au début des années 60, une vague de réalisateurs émerge. Marlène Koutsiev, Elem Klimov, Larissa Sheptiko, tous cherchent à parler à l'âme plutôt qu'au parti. Certains réalisateurs doivent jouer avec les limites, ruser avec les mots. D'autres profitent du flou pour expérimenter. C'est le cas de Grigory Touchkrai avec La Balade du soldat en 1959 ou de Andrei Tarkovsky qui débarque dans les années 60 avec son premier film L'enfance d'Ivan en 1962. Tarkovsky, c'est la poésie pure à l'écran. Lente, contemplative, mystique. Le mec te filme une flaque d'eau et t'as l'impression de voir l'éternité. Dans les années 60, le cinéma soviétique devient un véritable laboratoire artistique. Chacun explore à sa manière la mémoire, la spiritualité, la guerre ou encore le rêve. Et même si certains films sont censurés ou diffusés seulement à l'étranger, ils marquent profondément le cinéma mondial. Mais cette liberté reste fragile. Sous Brejnev, à partir de 1964, le pays se referme peu à peu. Les films deviennent plus codés, les critiques sociales se dissimulent derrière des métaphores, on apprend à parler entre les lignes. Pourtant, même dans ce climat, le cinéma soviétique continue de briller.
Des comédies romantiques, des films de science-fiction, des drames psychologiques remplissent les salles. Les spectateurs vibrent, rient, pleurent. Le film Andrei Roublev, en 1966, par exemple, reste interdit pendant plusieurs années avant d'être projeté. Mais quand il l'est, il devient instantanément un chef-d'œuvre. Dans les années 70, le ton change à nouveau. Le dégel s'est un peu refermé, mais le cinéma continue d'exister, souvent en contournant la censure. On voit apparaître plus de comédies, de films sentimentaux ou nostalgiques, comme Moscou ne croit pas aux larmes en 1980, de Vladimir Menchov. Un film culte qui décroche l'Oscar du meilleur film étranger en 81. Oui, un Oscar pour un film soviétique en pleine guerre froide. Et dans un autre style, il y a Solaris en 72 ou Stalker en 79 de Tarkovsky qui pose des questions métaphysiques à coups de plan de 8 minutes sur un couloir. Et puis à la fin des années 70, le système monte ses fissures. L'URSS s'essouffle, la censure perd en cohérence et les artistes osent davantage. Des œuvres, comme Requiem pour un massacre, d'Elem Klimov en 85, frappent par leur puissance brute. Ce n'est plus de la propagande, c'est un cri. À la mort de Brejnev, en 82, la société soviétique s'essouffle à nouveau. Le dégel est terminé et la stagnation politique se reflète sur les écrans. Mais malgré la censure qui revient, le cinéma soviétique des années 50 à 80 a laissé une empreinte immense. C'est une période de transition, d'audace et de poésie. Et surtout, c'est une époque où les cinéastes russes ont prouvé qu'on pouvait dire beaucoup, même quand on n'a pas le droit de tout dire. On est en 1985, Mikhail Gorbatchev arrive au pouvoir et avec lui, deux mots qui vont tout changer. Glasnost, qui veut dire la transparence, et Perestroïka, qui veut dire la restructuration. En clair, après des décennies de censure, on rouvre les vannes. Et le cinéma soviétique, qui étouffait sous le poids du réalisme socialiste, respire enfin. Les réalisateurs redécouvrent le monde réel. La société soviétique n'est plus idéalisée, elle est observée, disséquée, parfois critiquée. C'est la grande libération du cinéma russe. À partir de là, on commence à voir à l'écran des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Des sujets tabous comme la guerre d'Afghanistan, la corruption, les inégalités sociales, tout ce qui pendant des décennies était strictement interdit. Des films longtemps censurés ressortent enfin, et certains font carrément sale comble. Des réalisateurs comme Elem Klimov, Kira Muratova ou Andrei Konchalovsky osent enfin montrer la violence du système, la fatigue du peuple, les blessures d'un siècle d'idéologie. C'est cru, c'est dur, mais c'est vrai. À la fin des années 80, c'est aussi la naissance d'un vrai cinéma d'auteur russe moderne. Des réalisateurs comme Tengiz Abuladze, qui réalise Le Repentir en 87, ou Kira Muratova, bousculent les codes. Leur cinéma devient poétique, politique, mais surtout humain. En 1990, on crée le festival Kinodvar à Sochi, un peu le Cannes russe, et en 87, le prix Nika voit le jour, sorte d'Oscar soviétique avec un budget bien plus modeste. En 1991, l'Union soviétique disparaît. Les studios ferment, les subventions s'évaporent, le Goskino, l'organisme officiel du cinéma en URSS, disparaît. Résultat, le cinéma russe passe d'un système planifié à une économie de marché. Et là, c'est la douche froide. On passe brutalement d'un art collectif à une industrie incertaine. Les budgets fondent, les plateaux ferment, et les cinéastes doivent tout réinventer. C'est l'ère des petits budgets, des comédies un peu cheap et des polars urbains. Certains réalisateurs partent à l'étranger, d'autres tournent avec 3 bouts de ficelle. Mais paradoxalement, c'est cette précarité qui va redonner au cinéma russe une authenticité brute. Malgré la crise, le cinéma russe continue d'exister, il se cherche, il trébuche, mais il ne meurt pas. Dans les années 90, les films deviennent plus sombres, plus introspectifs. On parle de pauvreté, de corruption, de guerre, mais aussi d'amour et de survie. Des œuvres comme Frères de Balabanov en 97 captent ce désarroi post-soviétique avec une sincérité désarmante. Le héros n'est plus un modèle idéologique, c'est un type ordinaire, perdu, qui cherche encore ce que veut dire vivre en Russie. Depuis le début des années 2000, le cinéma russe a connu ce qu'on pourrait appeler une renaissance. Mais il renaît à sa façon, hybride, contradictoire et souvent spectaculaire. Et l'État recommence à investir sérieusement dans la production nationale. En gros, le cinéma russe revient dans la course. Cette période, c'est un grand brassage de genres. Blockbuster patriotique, comédie romantique, films de guerre spectaculaires et même de la science-fiction. Dans les années 2000, on voit deux mouvements simultanés. D'un côté, le blockbuster patriotique. Des films historiques larges, des batailles, des effets spéciaux et des budgets qui s'envolent quand l'État y met la main. Des réalisateurs comme Fyodor Bondarchuk avec Stalingrad en 2013 ou Nikita Mikhailov avec Le Soleil Trompeur 2 en 2010 tentent de rivaliser avec Hollywood, parfois avec plus de moyens que d'inspiration. De l'autre,
Un cinéma d'auteur introspectif, souvent sombre, qui cherche à dire quelque chose de la Russie contemporaine sans concession. Andrei Zvyagintsev et ses films, qui examinent la famille, la corruption, la solitude, comme Léviathan ou Loveless, sont acclamés et primés à l'étranger. C'est froid, puissant et magnifiquement filmé. Dans la même lignée, Faute d'amour en 2017 frappe encore plus fort. C'est l'histoire de deux parents qui sont tellement absorbés par leur vie qu'ils ne remarquent même pas la disparition de leur fils. C'est un drame glaçant, mais aussi une métaphore de toute une société qui détourne de ce qu'elle ne veut pas voir. À côté de ça, on voit aussi des films plus populaires émerger, souvent avec des thèmes historiques ou identitaires. Sobibor en 2018, par exemple, revient sur une révolte de prisonniers dans un camp nazi, avec une mise en scène très hollywoodienne. T-34 en 2019, un film de guerre dopé aux effets spéciaux, devient un énorme succès national. Mais la décennie 2010-2020 n'est pas que progrès technologique. En 2014, après l'annexion de la Crimée, le gouvernement adopte plusieurs lois sur les valeurs traditionnelles. Officiellement, il s'agit de protéger les enfants de la violence, du langage grossier ou des relations non traditionnelles. Dans les faits, c'est un retour vers la censure. Malgré cela, la créativité perdure. Certains auteurs prennent des risques esthétiques et politiques, d'autres contournent les obstacles par la forme, la métaphore, la poésie. On pense à Kirill Serebrennikov, figure importante du théâtre et du cinéma qui, à ces dernières années, a navigué entre reconnaissance internationale et pression locale, ou à une nouvelle génération qui fait ses preuves dans les festivals. Un autre tournant, l'année 2020. La pandémie ferme les salles, suspend les tournages, mais elle accélère le basculement numérique. Le streaming devient une planche de salut pour la production et la diffusion. Des plateformes comme Kinopoisk ou Oko prennent le relais et même les grands studios s'y mettent. Sur le plan thématique, les films contemporains explorent des sujets lourds, mémoire, conflits, identité, exil. Mais il y a aussi des comédies populaires, des romances et même des films de genre réussis. Le cinéma russe d'aujourd'hui est polyvalent, il sait se battre au box-office nationaux et séduire Cannes. Enfin, une réalité persistante, la tension entre art et pouvoir. Certains projets obtiennent des financements confortables quand ils servent une vision nationale. D'autres, plus critiques, trouvent leur public à l'étranger, ou se retrouvent marginalisés. C'est une dynamique complexe qui demande de lire chaque film à la fois comme œuvre et comme symptôme d'un contexte. Aujourd'hui, la production continue du cinéma d'auteur, des films de propagande et des créations indépendantes. Malgré les tensions politiques et les sanctions, de nouveaux talents émergent, parfois depuis l'exil. Des cinéastes comme Kantamir Balagov, qui a réalisé Une grande fille en 2019, ou Kirill Serebrennikov, qui a réalisé Leto en 2018, prouvent que la créativité russe est toujours bien vivante. En un siècle, le cinéma russe aura tout connu. La révolution, la propagande, la guerre, la censure, la chute du communisme, c'est une histoire de résistance et de renaissance. Une preuve peut-être que le cinéma n'est jamais juste un art, c'est un miroir et parfois une arme. Si on prend un peu de recul, on réalise que le cinéma russe, c'est un peu comme une immense pellicule qu'on aurait rembobinée 100 fois. À chaque révolution, chaque guerre, chaque changement de régime, le film redémarre, jamais tout à fait de la même manière. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui encore, le cinéma russe est à la fois grandiose, rigide, mélancolique et profondément politique. Parce qu'en Russie, faire un film, c'est toujours plus qu'un simple acte artistique, c'est une manière de dire quelque chose. Quand on regarde un film russe aujourd'hui, on ne regarde pas juste une fiction. On regarde l'héritage d'un siècle de lutte, de censure, de révolte et de réinvention. Chaque plan, chaque silence, chaque décor porte la mémoire de tout ce qui a précédé. Et c'est justement ça, le cœur des archives du 7e art. Comprendre comment on fait du cinéma dans un pays, c'est aussi comprendre pourquoi on le fait comme ça. Pourquoi certaines histoires sont racontées et pourquoi d'autres ne le sont plus. Parce qu'en regardant le cinéma russe, on ne parle pas seulement du passé. On parle aussi du présent, d'un monde où partout les libertés se resserrent, où les voix dissonantes dérangent, où la vérité devient à nouveau un scénario qu'on réécrit. Et si le cinéma russe nous apprend une dernière chose, c'est peut-être celle-ci. L'art survit toujours. Même sous la censure, même dans les crises, même quand tout semble figé, il trouve toujours un moyen de s'exprimer. Parfois, juste à travers une image qui en dit bien plus que 1000 discours. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau voyage à travers l'histoire du cinéma. Ciao!